C'est un nouveau rendez-vous de Surface de Vérité. Bonsoir, bienvenue. C'est un pionnier du journalisme en ligne au Burkina Faso qui est dans le fauteuil blanc ce soir. Enseignant-chercheur en communication et journalisme, fondateur de lefaso.net, premier média numérique du pays, visionnaire. Il œuvre pour la transformation digitale à travers des activités novatrices comme le Faso Digital, la foire des solutions digitales et l'Institut supérieur de la communication et du multimédia, ISCOM. Dr Cyriaque Paré est avec nous ce soir. Bonsoir, bienvenue. Merci, bonsoir. Oui, alors comme je l'ai dit, vous êtes un pionnier du journalisme en ligne au Burkina Faso. Quand vous regardez le chemin parcouru, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Mais je pense que dans l'ensemble, vous avez parlé du Faso.net déjà. Le fait que ces médias soient en ligne 22 ans après, qu'un site amateur, parce que c'était le cas au début, soit devenu une entreprise qui emploie aujourd'hui une bonne trentaine de personnes, et que ces médias, d'une certaine manière, aient pu servir d'exemple à d'autres médias. Aujourd'hui, on a une population de médias en ligne qui avoisine les 300. Wow. 300 médias en ligne au Burkina, même s'ils ne sont pas tous professionnels dans les normes. Je pense qu'on peut être fier du parcours qu'on regarde. Oui. Le Faso.net, comme vous l'avez dit, c'est 22 ans. Oui. 22 ans. À la base, comment est née l'idée de créer un média en ligne à une époque où Internet était encore peu accessible? Bon, déjà, il faut dire que le Faso.net n'est pas le premier média en tant que tel. C'est le premier média à se professionnaliser sur le web. Tout à fait. Voilà, sinon au début, le Faso.net s'est nourri du contenu des médias qui existaient déjà, comme Sidoya, l'Observateur, Le Pays, oui, qui avait déjà des versions déclinaisons voilà, en ligne, web, voilà, mais même pas si des médias en tant que tels, voilà, même si ce n'était pas des projets professionnels, reconnus comme tels. Voilà, mais ça aurait pu l'être, parce que dans la forme, c'était déjà le cas, c'est peut-être la gestion managériale qu'il aurait fallu revoir. Donc le Faso.net, pour y revenir, est né déjà sur les cendres d'un autre média que nous avions créé en fin 99, 2000, début 2000 avec un ami, Younoussa Sanfo, que vous connaissez peut-être, qui est expert en cybersécurité, qui à l'époque était en France. Moi, je signale que j'étais aux études à Bordeaux. Nous nous sommes connus dans les groupes, dans les communautés virtuelles, comme on les appelait à l'époque. Il n'y avait pas de réseaux sociaux comme Facebook. Il y avait des groupes de discussion. Il y en avait un sur le Burkina qui était très dynamique. C'est dans ce groupe que je l'ai connu, et en échangeant, pour d'autres raisons aussi, notamment des raisons d'études, parce que je faisais mes recherches sur les médias en ligne. Tout ça a participé à la création du premier média qui s'appelait burkinet.com, qui a vécu jusqu'en 2003, qui a été attaqué pour raconter sur l'aspect anecdotique. Quand il y a eu la crise ivoirienne, le burkinet.com était, à mon avis, l'un des principaux médias qui permettait au Burkina Faso de donner son point de vue sur ce qui se passait. Il y a beaucoup de gens qui ont cru que c'était un média gouvernemental. Ça a créé beaucoup d'adversité. On l'a attaqué plusieurs fois, on a fini par abandonner. Et partant du constat du succès de cette première expérience et de la demande, j'ai contacté un autre informaticien qui m'a aidé à créer le Faso.net. Cet informaticien, c'est un de nos compatriotes qui résidait en France comme moi. Moi, j'étais à l'ambassade du Burkina à ce moment-là, en 2003. Il s'appelle Aziz Ouedraogo. Il réside actuellement en Côte d'Ivoire. Donc, c'est avec lui que nous avons créé le Faso.net pour reprendre le concept qui était déjà développé sur burkinet.com. Voilà. Aujourd'hui, donc, le Faso.net a fait son chemin. Oui. Aujourd'hui, visiblement, c'est une entreprise, en tout cas, qui est là et qui essaie de tenir la route. Comment avez-vous réussi à maintenir la crédibilité et la confiance, justement, du public dans un contexte, quand même, où les fake news font la loi? Je pense que le privilège que j'ai, c'est d'être journaliste de formation. Moi, je suis sorti... J'ai fait ma formation professionnelle au CFPI, qui est devenu aujourd'hui l'ISTIC. Ensuite, j'ai servi à Sidoya. Après, j'ai fait la délégation générale à l'informatique,
qui est aujourd'hui un ministère plein. C'est là-bas, du reste, que je suis tombé, si je puis dire, dans l'informatique. C'est par la suite, donc, on a pu développer l'initiative. Et le fait d'être chercheur, d'être dans la recherche, d'enseigner le journalisme, fait que j'ai une posture un peu privilégiée qui me permet d'être entre la théorie et la pratique, de voir un peu les bonnes pratiques, les réussites, les bons exemples et de les implémenter sur le faso.net. Et puis surtout de voir aussi les tendances. Quand on est dans la recherche, quand on enseigne, on est obligé de suivre ce qui se fait comme évolution dans le milieu. Ça permet de voir les projections, comment les médias en ligne seront dans 2 ans, dans 3 ans. Ça, ce sont des études qui existent. Quand on les lit, on sait à peu près, même si on ne fait pas de la divination, on est préparé à mieux affronter les changements qui arrivent. Je crois que c'est cette posture-là qui permet d'avoir des armes, des atouts assez privilégiés pour maintenir le faso.net au plan professionnel, au plan de l'évolution technologique, au plan aussi des adaptations éditoriales. C'est vrai que vous dites l'avantage, c'est d'être aussi journaliste, mais en même temps, on dit que les journalistes ne sont pas en même temps toujours de bons managers. Entre pratiquer le métier, mais manager, c'est autre chose. Ça demande d'autres aptitudes. Vous semblez bien réussir, en tout cas, à les deux. Ce n'est pas toujours le cas. Hein, Oui, peut-être sur ce coup, sur cet aspect, je dois saluer la dynamique équipe qui travaille avec moi parce que je ne suis pas seul et moi je ne suis pas au quotidien dans le faso.net. Peut-être je donne les orientations, je suis un peu ce qui se fait, mais il y a une équipe à part entière. Nous avons une directrice générale qui coordonne tout cela. Nous avons un directeur de rédaction, nous avons un rédacteur en chef, nous avons une équipe de rédaction composée de divers profils qui permet donc d'avoir une équipe compétente pour gérer l'entreprise. Alors, l'écosystème médiatique burkinabé aujourd'hui, les entreprises de presse frappées dans leur ensemble, pour la plupart pour une crise financière, c'est assez difficile actuellement, économiquement parlant. Visiblement, le faso.net se maintient. Oui, nous rendons grâce à Dieu. Dans l'ensemble, on peut dire que nous nous maintenons parce que jusqu'ici, nous avons réussi à payer les salaires, à prendre en charge toutes les charges, que ce soit les impôts, les charges sociales. Nous n'avons pas de problème de ce côté. Et même, je rappelle qu'en 2022-2023, je crois, le faso.net a été l'entreprise qui a été distinguée par la Caisse nationale de sécurité sociale pour la régularité, j'allais dire, du paiement des charges de ces travailleurs. Dieu merci, nous n'avons pas eu à licencier pour des raisons économiques jusqu'à présent sur la trentaine d'employés que nous avons. Il y en a qui sont partis pour d'autres raisons, mais pas en tout cas pour des impayés de salaire. Mais je disais que nous rendons grâce à Dieu parce que, il faut le dire, nous avons encore cette chance de pouvoir tenir la tête hors de l'eau. Je pense que c'est aussi grâce aux standards professionnels que nous essayons de respecter. C'est vrai que rien n'est facile aujourd'hui. Nous sommes dans un contexte assez particulier au plan des médias. Ce n'est pas forcément le professionnalisme qu'on recherche à tous les coups, mais nous avons la chance qu'il y a encore des gens qui veulent du travail professionnel, qui nous font confiance, et cela nous permet encore de tenir, d'être résilients. Nous ne savons pas jusqu'à quand on pourra le faire, mais en tout cas, pour le moment, on rend grâce à Dieu, nous sommes encore résilients. En tout cas, on l'espère pour longtemps. Oui, merci. Alors, pourquoi les entreprises de presse burkinabé dans leur ensemble, au-delà des médias en ligne, l'ensemble des entreprises de presse sont si fragiles économiquement? Pour vous, c'est le modèle économique, c'est un problème de management? Il y a tout ça à la fois. Il y a déjà un problème de management, comme vous le dites, parce que quand vous faites une petite enquête sur le profil des promoteurs d'entreprises de presse, ce ne sont pas forcément les personnes les plus aguerries. C'est vrai que le journalisme a ceci de particulier qu'il est ouvert à tout le monde. Vous pouvez être,
Je n'ai rien contre les vendeurs de cola. Vous pouvez être vendeur de cola aujourd'hui et puis demain ouvrir un média en ligne d'une certaine façon. Vous savez qu'on est en train de changer les lois. Mais vous pouvez, dans tous les cas, si vous avez de l'argent, ouvrir un média. Mais si vous ne vous associez pas à de bons professionnels pour le gérer, c'est sûr qu'il connaîtra au plan managérial des problèmes. Il y a déjà ce problème de management qui est que nous avons dans le milieu des gens qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas été formés à gérer une entreprise de presse. Et pire, il y en a, même les journalistes en temps normal n'est pas préparé à être manager. Mais en plus, nous avons des gens qui ne sont ni journalistes ni managers en tant que tels et qui créent des entreprises de presse. Parfois, ça sert un peu de tremplin à autre chose. Ce qui fait que vous voyez certains qui n'hésitent pas à vendre leurs médias pour passer à autre chose, à vendre leurs médias à des hommes politiques ou à d'autres intérêts, parce que ça leur permet d'avoir de l'argent et de passer à autre chose. Mais quand on a la passion du métier, on ne réagit pas de la même manière. Donc il y a ce problème de profil professionnel qui entraîne des problèmes de management. Et il y a ensuite la situation économique. Aujourd'hui, la crise que nous connaissons au plan économique ne concerne pas que le secteur des médias, c'est presque tout le monde. Vous verrez dans la consultance, dans le commerce, dans les BTP, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont de grosses difficultés dues à la situation que nous connaissons. Donc, sur l'aspect économique, les médias, les entreprises de presse ne sont pas les seules. Mais à cela s'ajoute donc le problème de management qui est que beaucoup d'entrepreneurs de presse n'ont pas été formés, ne sont pas préparés à gérer une entreprise de presse et ne s'associent pas toujours aux compétences, aux profils qu'il faut pour gérer l'entreprise de presse. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas être un bon journaliste et un bon manager. D'accord? Il faut savoir s'associer avec du personnel qui peut vous aider en cela et ce n'est pas toujours évident. Donc, il y a plusieurs mots qui s'associent, en fait, qui expliquent la situation que nous connaissons. Vous avez parfois des médias qui ne vivent que par, j'allais dire, des commandes politiques, voilà, qui ne vivent que parce qu'ils ont un soutien politique. Si la situation change, il va de soi que ces entreprises ne peuvent pas tenir. Donc, vous en avez qui, il y a quelques années, étaient des entreprises flamboyantes, mais qui ont disparu aujourd'hui, parce qu'elles reposaient sur, j'allais dire, des bases politiques. Et quand la situation politique change, évidemment... C'est du financement occulte, finalement. Voilà, des fois, ce n'est même pas occulte, parce que des fois, on connaît les partis ou les intérêts politiques auxquels sont rattachés certains médias. Clairement affiché. Oui, c'est clairement affiché. Donc, quand la situation change, si vous n'avez pas, dès le départ, une posture professionnelle, c'est sûr qu'avec les changements, avec les mouvements, vous vous retrouvez de l'autre côté. Et puis, il y a le projet de départ et le porteur du projet également, toute la conviction qu'il y a à mettre, l'envie de construire quelque chose de sérieux, de professionnel. Oui. C'est aussi cela, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, au détour d'une démission dans un organe de presse, on lance tout de suite son propre média, sans un business plan, sans un ensemble de conditions à réunir, sans la ressource même de base pour l'investissement. Absolument, sans modèle éditorial, sans modèle économique. Et comme je disais tout à l'heure, sans conviction, comme vous le disiez, sans passion. Donc l'entreprise de presse devient à ce moment, ce n'est pas une bouée de sauvetage, je ne sais pas, c'est en attendant. Il y en a qui sont venus aux journalistes parce qu'ils ont échoué plusieurs fois à des concours. Et comme c'est ouvert, ils viennent là-bas en attendant. Ils créent un média, ils créent une entreprise en attendant d'avoir mieux. Et au détour d'une offre, ils n'hésitent pas à abandonner l'entreprise de presse pour faire autre chose. Donc je crois qu'il y a tout ça qui explique la situation que nous connaissons. Et si vous regardez un peu en arrière, de 10-20 ans en arrière, vous voyez un peu l'évolution du paysage médiatique burkinabé. Il y a des médias qui sont dans des difficultés. On n'aurait pas imaginé qu'ils auraient pu connaître ces gens. Voilà. Je crois en tout cas, c'est un contexte quelque peu difficile. C'est vrai que l'environnement, l'ambiance générale aussi est là, un contexte de crise aussi pour beaucoup d'entreprises. Estiment que
il ne faut pas faire trop d'investissement. Et Absolument. naturellement, quand il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas toujours un besoin de communication. De communiquer, oui. En temps de crise, on dit que les premiers budgets qu'on supprime, c'est les budgets de communication. Les budgets comme. Absolument. Donc, et du coup, alors ça a un impact sur... sur les entreprises de presse qui vivent de la communication. Si les gens ne veulent pas communiquer, ça veut dire que vous n'avez pas vraiment beaucoup de choses à faire. Voilà, donc tout ça explique la situation que nous connaissons. On est obligé de faire le dos rond, de chercher d'être... le mot à la mode, c'est la résilience. Hein. On essaie d'avoir la capacité de rebondir après les chocs que nous connaissons. Assainir les finances. Il faut assainir les finances, ça c'est dès le départ. Il ne faut même pas attendre d'être en crise pour le faire. Donc, quand on a une gestion assez saine, dès le départ, ça vous évite des surprises. Voilà. En tout cas, c'est un défi, c'est un tournant. Et dans ce contexte-là, justement, comme vous l'avez dit, malgré tout, les entreprises de presse continuent de pousser. Apparemment, ça fait bien de se faire appeler patron de presse ou DP. Il y en a qui certainement aiment ce titre-là, peut-être à défaut d'autres titres. Et puis, en contexte politique, comme nous le voyons, ça fait vendre. Hein. On peut se vendre grâce à un journal. Voilà, nous sommes dans une situation où on a besoin de soutien médiatique, etc., où facilement, effectivement, on peut trouver acheteurs en fonction de ce qu'on propose, de comment on voit le métier, de ce qu'on fait, du support qu'on a entre ses mains. Mais bon, directeur de publication dans notre contexte, mais dans la réalité, ça renvoie à quoi? C'est pas toujours à quelque chose à grand chose. Hein. Donc, le titre est facile à avoir, donc ça n'a rien d'extraordinaire. Parce qu'il y a une étude du Fonds d'appui à la presse privée qui montre clairement que beaucoup d'entreprises de presse, sans la subvention de l'État, n'allaient pas tenir. Oui, ça aussi c'est la réalité. Quand on voit un peu comment les gens se battent pour avoir cette subvention-là, bon, parfois ça fait sourire parce que c'est une aide qui devrait aider les entreprises de presse à se consolider. Mais en définitive, je ne sais pas si ça y arrive. Pour prendre le cas du Faso.net, dans le meilleur des cas, ce que nous gagnons, c'est peut-être 8 millions de francs. Ça, c'était quand oui, voilà, mais aujourd'hui, c'est totalement autre chose. Oui. Mais nous, il n'y a pas longtemps... C'est un peu le plafond, hein, entre 7-8 millions, c'est le plafond qu'un média peut gagner. Mais nous, les impôts, les charges que nous payons par mois, ce n'est pas loin de 4 millions. Donc, ça veut dire que ce que l'État nous donne, c'est repris d'une main à travers les taxes et les charges que nous payons. Donc, ça n'a pas forcément un impact sur la structuration, non, sur le développement. Dans notre cas, vraiment pas. Dans notre cas, c'est vrai que c'est un bol d'air. Oui, bon, c'est un bol d'air toujours, mais par rapport à ce que nous payons à l'État comme charge. En tout cas, pour une entreprise de presse sérieuse, ça ne peut pas être le plat de résistance. Non, on ne peut pas vivre que pour ça. Oui. Si on veut être une entreprise de presse sérieuse. Ben, le problème, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises de presse qui ne mûrissent pas suffisamment. Voilà, vous prenez le Faso.net, moi je l'ai animé par exemple pendant 7 ans, avant que ça ne devienne une entreprise. Moi j'ai été président de l'association des médias en ligne, des éditeurs professionnels des médias en ligne, et par la profession que j'ai en tant que chercheur et par l'expérience que j'ai, beaucoup de gens m'appellent par exemple pour discuter, pour avoir je leur partage mon expérience dans la création de médias ou simplement parce qu'ils veulent créer un média. J'ai vu plusieurs fois des gens qui créent un média et puis 3 mois après, qui m'appellent pour dire « Ah, comment toi tu as fait? Je suis à 3 mois, je ne gagne toujours rien. » Voilà. Comment on peut penser qu'on peut créer un média et puis au bout de 3 mois, on a un retour, avoir des ressources sur la base oui, c'est un investissement à long terme. Ça veut dire que la personne n'a pas fait... Là, on travaille sur la matière. Et sur le long terme. C'est l'audience qu'il faut construire. Absolument, avant de pouvoir générer de et ça, c'est dans la durée. C'est sur le long terme. Mais quand vous voyez des gens comme ça, vous comprenez tout de suite qu'ils n'ont pas une bonne appréhension du secteur professionnels où ils veulent évoluer. C'est pas comme le boutiquier du quartier qui déchire ses bonbons et qui les vend immédiatement. Et puis qui a un retour de 5 francs, etc. Non, les médias, c'est autre chose. Oui. Mais beaucoup de gens n'ont pas fait d'études en la matière, ils ne se sont pas formés en la matière, ils n'ont pas fait
d'études de marché avant de se lancer. Bon, je dis non, c'est facile à créer. On lance un média en se disant oui, on va faire des couvertures médiatiques. Des fois, ils forcent pour produire ceci, cela. Après, ils sont obligés plus ou moins de racketter les gens pour dire oui, j'ai publié ça, il faut me donner ceci, cela. Ça fait qu'on n'a pas la même compréhension du métier. Quand on est venu au journalisme par passion, c'est pas mûri, régulier. C'est pas mûri et des fois on n'a aucun respect même pour le métier. Quand on est réduit à courir derrière les gens pour négocier, j'allais dire, des petits perdièmes, ceci, cela, on ne se respecte même négocier pas. Du soutien alors qu'on doit venir vers vous parce qu'il y a une audience quelque part. Il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps pour construire une entreprise de presse. Ou alors il faut avoir les fonds pour construire l'entreprise de presse. On a un fonds de départ suffisamment conséquent qui vous permet de construire l'entreprise. Ou alors si on décide de partir presque de rien, comme moi je l'ai fait, mais c'est l'énergie, c'est l'huile de coude, comme on dit. C'est ça que vous investissez. Des ressources personnelles. Oui, c'est votre effort personnel. Vous sacrifiez pour en faire quelque chose avant de pouvoir en retirer quelque chose. Voilà. Alors, la question justement, parce que là, ce désordre-là, on le constate un peu plus dans le domaine de la presse en ligne. Il y a quand même trop de pollution et un besoin d'assainissement, non? Oui. Vous parlez tout à l'heure de 300 médias. Oui, je crois qu'au bas mot, on a aujourd'hui au moins 300 médias en ligne au Burkina, qui ne sont pas toujours tous professionnels, mais dans leur présentation, médias en ligne, c'est un espace où on couvre l'actualité. Par exemple, si vous vous en arrêtez à cette définition, nous en avons énormément. Il y a la pollution parce que c'est normal, hein, parce que nous sommes dans une logique d'évolution du secteur. C'est à ce qu'on appelle la désintermédiation, la démocratisation de l'entreprise de presse. Donc avec les technologies de l'information et de la communication, n'importe qui peut créer une entreprise de presse. Ce n'est pas comme la presse écrite ou la radio ou la télévision, où vous avez besoin d'un capital de plusieurs dizaines de millions. Donc, avec rien, vous créez un média en ligne aujourd'hui. Donc, et si vous avez de bonnes connexions, de bonnes relations, vous pouvez le rentabiliser facilement. Donc, ce qui fait que ça a fait naître beaucoup de vocations dans le milieu. Des profils Facebook qui se muent en média en média en ligne. Bon, techniquement, ce n'est pas mauvais parce que Facebook, c'est Internet, c'est le web. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est ce qu'on y produit. Est-ce qu'on couvre l'actualité ou on traite l'information de façon professionnelle? C'est ça qui devrait servir de critère principal pour distinguer un média d'un non-média. Mais après ça, il faut avoir un projet professionnel, il faut avoir un modèle éditorial. Parce que si c'est juste pour couvrir l'actualité comme le font déjà les 200 médias qui existent, c'est quoi vous apportez? Quelle est la plus-value? Il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas de modèle éditorial qui vous distingue de ce qui existe déjà. Ensuite, il n'y a pas de modèle économique. Voilà, comment vous allez générer des sous? Il y en a qui croient, oui, ça devient un moyen de pression qui fait que, oui, j'existe, je vais à des cérémonies, voilà, on prend la liste des médias, je me mets dessus, je gagne 10 000 francs. Il y en a à qui ça suffit pour leur bonheur. Mais ça ne fait pas une entreprise de presse. Voilà. Oui, et puis, donc forcément, il y a la pollution. Oui. Il faut assainir. Je crois que les lois qu'on est en train de réformer permettront cela si c'est effectivement mis en œuvre de façon rigoureuse. Ça devrait permettre d'assainir. Je crois qu'on va vers une situation où pour créer un média, il faut avoir un diplôme en communication, ou alors il faut s'associer à des gens qui sont diplômés dans le domaine. Comme en médecine, pour l'ouverture clinique ou en pharmacie, par exemple. Voilà, vous ne pouvez pas être totalement étranger au milieu et puis ouvrir boutique. J'espère que ce sont des dispositions qui permettront de le faire de façon rigoureuse. Parce qu'il faut se construire, surtout, là on parle d'entreprise de presse. Et une entreprise, c'est quand même, c'est un local, c'est du personnel, c'est des charges, c'est des impôts qu'on est amené à payer, etc. Oui, surtout des impôts et autres. C'est vrai qu'avec la digitalisation, ça permet de simplifier beaucoup de choses aujourd'hui. On peut créer une entreprise en étant tout seul. Mais il faut avoir une vision, il faut avoir un projet professionnel, il faut avoir une vision, et puis il faut avoir un modèle économique. Si c'est un média, il faut avoir un modèle éditorial. Qu'est-ce que vous allez offrir de nouveau au public? Qu'est-ce qui va vous distinguer des médias qui existent déjà? Si vous ne répondez pas à ces questions-là, ça ne sert à rien. C'est un média en plus
et c'est parfois de la pollution que vous faites. Justement, il y a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez été le président de cette association, l'association des éditeurs et professionnels des médias en ligne, c'est bien ça? C'est bien cela. Voilà. Et combien de membres, vous l'avez dit, hein, plus de 300. Et justement, cette association aussi a un rôle à jouer dans l'assainissement de cet environnement. L'association a une trentaine de membres. Trentaine de membres. Oui, je disais qu'il existe au moins 300 médias en ligne, mais qui ne sont pas tous membres affiliés à l'association. Et même ces 300 ne sont pas tous officiellement reconnus en tant que médias. Il y en a qui n'ont pas fait la démarche de se déclarer auprès des instances. Avant, c'était auprès des parquets, des tribunaux, mais aujourd'hui, c'est auprès du CSC. Pour avoir un récépissé qui vous donne une reconnaissance officielle, qui vous donne donc un statut officiel de média. Et la trentaine de membres, ce sont des entreprises? Oui, ce sont des entreprises professionnellement constituées. Oui, ce sont des médias en tout cas, pardon, officiellement reconnus, qui remplissent donc les conditions. Parce que pour être membre, il faut produire son récépissé et puis la reconnaissance, la lettre du CSC qui vous reconnaît. Pardon, donc... mais en dehors de... Mais il y en a qui remplissent ces conditions, mais qui ne sont pas membres de l'association. On parle d'assainissement parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'enjeu il est économique. Il y a quand même une forte concurrence, non, de plateformes citoyennes, d'influenceurs, de blogueurs, etc. Absolument. Je parlais tout à l'heure de changement de paradigme dans le domaine de l'information et de la communication, où la création de support, d'espace de communication est devenu quelque chose de très simple. Parce que la désintermédiation déjà fait qu'avec le web, avec Facebook par exemple, vous pouvez créer un média qui a autant d'audience qu'un média professionnel. Vous pouvez créer une chaîne YouTube qui devient une télévision qui a autant de téléspectateurs que la RTB. D'accord? Vous avez des YouTubeuses qui sont suivies par des millions d'abonnés. Donc, elles ont entre leurs mains une télévision à part entière, sans avoir investi des millions pour créer un studio, etc. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de tout ça. Donc, avec YouTube, vous avez une chaîne de télé à part entière, avec des logiciels de création de radio, SoundCloud et autres. Vous avez aujourd'hui des radios qui sont sur Internet à part entière. Donc, avec presque rien, vous pouvez créer un média en ligne. Ces personnes-là produisent du contenu. Et du coup, ça change la façon de produire et de consommer de l'information, puisque le citoyen ordinaire qui a une page Facebook et qui diffuse des informations qui intéressent le public peut se constituer un lectorat aussi puissant que le vôtre, mais qui n'a pas forcément été formé à collecter, traiter et diffuser de l'information. Du coup, ça crée... Et qui ne se sent pas aussi contraint d'être dans les règles d'éthique et de déontologie. Des fois, il ignore ces règles-là même. Ce n'est pas qu'il ne sent pas, il ne les connaît même pas. C'est peut-être ça qui fait leur force, parce que ils ne sont pas dans les carcans, il n'y a pas le bâton du régulateur toujours derrière eux. Mais ça peut ils peuvent se permettre certaines choses. Mais ça peut se retourner contre eux. Et c'est ce qui arrive souvent. Si aujourd'hui on parle de fake news, c'est-à-dire les fausses informations, tout ce qui, de façon générale, a trait au désordre de l'information, c'est parce qu'on a vu arriver dans le champ de la production et de la diffusion de l'information ce public qui n'a pas été formé à ce métier, mais qui fait le métier. Du coup, ça crée beaucoup de désordre, beaucoup de confusion. Et ça crée de la concurrence, certes, pour les médias, mais les médias professionnels, les médias professionnels ne devraient pas s'en alarmer, mais plutôt s'en servir comme une force. D'accord? Il faut savoir exploiter. C'est-à-dire, vous avez aujourd'hui, qu'est-ce qui change? Les médias ont toujours collecté l'information auprès des publics. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est que ces publics-là deviennent diffuseurs à leur tour. Mais c'est à vous, en tant que médias, de rester professionnels. Parce que, comme vous le dites, il y a le retour de bâton. Très souvent, ce qu'on voit, c'est que ces amateurs qui font, ces journalistes citoyens, comme on dit, qui n'ont pas été formés, finissent presque toujours par commettre des erreurs fatales. Et ça se retourne contre eux. C'est vrai que des médias aussi en commettent de temps en temps, mais pas avec la même ampleur. Et aujourd'hui, avec les fake news, il y a beaucoup de gens qui ont été victimes de fausses informations diffusées par ces journalistes citoyens. Et du coup, on voit de plus en plus de gens qui, quand ils voient une information, vont venir vers les médias professionnels pour voir si c'est vrai. D'accord? Ce qui permet aux médias professionnels de reprendre un peu la main. De garder toute la crédibilité. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est aux médias professionnels de rester encore plus professionnels pour mériter leur place, pour mériter leur crédit auprès du public. Oui.
Voilà. C'est vrai que la législation a évolué également. Désormais, le CSC a un droit de regard sur justement des profils. Oui, on a dit qu'à partir de 5 000 abonnés, par exemple, le CSC peut réguler vos contenus. Vous l'avez dit, la concurrence, elle est là, mais Oui. aux médias professionnels, d'être plus professionnels. Absolument. Oui, garder, mais en même temps, quand oui. on prend la dimension économique, comme je l'ai dit, ces profils-là, de plus en plus, travaillent comme de vraies entreprises Oui. et collectent de l'argent, se font de l'argent, notamment à travers de la publicité. Il diffusent des entreprises reconnues de la place, Non, je suis d'accord. confient leur communication Oui. à ces profils-là. Oui. Mais en retour, est-ce que l'État collecte des impôts? Tout le débat, il est là. Est-ce que la concurrence aussi n'est pas à ce niveau? Quand des médias professionnels comme le Faso.net paient des impôts régulièrement, que des profils Facebook qui ont 1 million d'abonnés et qui arrivent à se faire de la publicité ne payent pas le fisc, est-ce que la concurrence n'est pas à ce niveau? C'est aux impôts de se mettre à niveau. Je crois que on a la chance d'avoir un ministre qui a travaillé sur ce sujet-là dans le cadre de ses recherches doctorales, je crois, sur la finance numérique, donc qui est bien placé pour donc mettre en place les réformes qu'il faut pour taxer ces nouveaux acteurs-là, qui ne sont pas les seuls, hein. C'est vrai, vous l'avez dit, il y a une étude qui a montré, par exemple, que de plus en plus d'entreprises font appel à ce qu'on appelle les créateurs de contenu, les web humoristes, pour faire leur communication. Et ils les payent en conséquence, mais sans qu'il n'y ait toujours de taxes sur ce qui est payé là-bas, contrairement aux médias professionnels. Mais au-delà de ces créateurs de contenu, vous avez aussi les plateformes internationales. Vous prenez Google, par exemple, la régie publicitaire de Google, Google AdSense, est de plus en plus utilisée par des annonceurs burkinabés pour communiquer. Vous voyez souvent les encarts Google Ad Publicité, par exemple, ou d'autres régies publicitaires internationales qui opèrent dans nos pays, mais qui ne sont pas taxés à ma connaissance. Alors que c'est de la concurrence féroce qu'ils font aux médias locaux. Ça, ce sont des questions que nous, en tant qu'association de médias en ligne, avons soulevées auprès des autorités pour qu'on regarde comment est-ce qu'on peut taxer, on peut réguler ces acteurs internationaux-là qui viennent pratiquement cannibaliser les médias locaux. Pour vous donner un exemple, une publicité, un encart publicitaire qui est facturé à 300 000 francs par le Faso.net par mois, par exemple, peut-être que sur Google AdSense, ça peut être à 50 000 francs. Et si Google AdSense diffuse sa publicité sur ma page, peut-être que je vais me retrouver peut-être avec 5 000 francs. Là où j'aurais pu gagner 300 000, je me retrouve avec 5 000. Vous voyez un peu ce que ça crée comme concurrence féroce pour les entreprises locales. Et souvent, ce sont des gens qui ne payent pas d'impôts ici. Donc, il faut forcément réformer l'assiette fiscale pour prendre en compte ces nouveaux acteurs qui viennent se faire de l'argent sur le dos des entreprises burkinabées. Oui, vous le dites, hein, et là, ça donne également une fenêtre. Vous prenez aujourd'hui les télévisions, par exemple, ou les radios, et même la presse écrite et en ligne. Hein. Il y a un certain nombre de produits qui sont interdits de publicité sur nos médias, mais qui passent là-bas. Mais les entreprises vont communiquer ailleurs, par exemple la publicité sur la bière, sur la cigarette, sur un certain nombre de produits. Ils vont communiquer sur des médias ailleurs, mais des médias qui arrosent nos territoires. Absolument. Finalement. Parfois, c'est, je ne dirais pas ridicule, mais ça n'a pas de sens. Voilà, nous sommes dans une logique où les frontières sont parfois transparentes, hein, donc il faut en tenir compte dans la conception de certaines lois, de certaines mesures pour être réaliste. Sinon, ce sont les entreprises locales qu'on tue. Aujourd'hui, il y a aussi la loi qui interdit, notamment à travers la structure, la fêtière des agences de communication, qui interdit désormais la diffusion d'un spot non signé par une agence reconnue. C'est ça. Ça, par exemple, ça fait perdre beaucoup d'argent aux télévisions, par exemple, mais cette même publicité, quand ceux qui l'ont commandée estiment que, bon, à partir de cette interdiction, il ne peut pas diffuser sur les médias classiques, ça se retrouve justement sur le digital. Absolument. Où on continue à travailler de façon sauvage. D'où la nécessité de réguler ce secteur-là. Sinon, c'est du tort qu'on fait aux médias, j'allais dire normaliser aux médias qui essaient de mettre en place des structures de fonctionnement
correcte. Et de rapporter quelque chose au budget de l'État. Absolument. Voilà. De faire vivre des familles. Ça, c'est un défi, effectivement, en termes de législation, de réglementation fiscale, mais aussi un travail aussi à faire au niveau du Conseil supérieur de la communication, justement. En tant que chercheur, si vous devez faire un état des lieux du numérique au Burkina Faso, politique publique, audience, impact, emploi, que direz-vous? Je dirais que, bon, j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai travaillé à la DELGI, la Délégation générale à l'informatique, au milieu des années 90. C'est comme ça que j'ai découvert l'informatique. Ce qu'on peut constater, c'est que nous avons toujours eu, j'allais dire, les meilleurs textes, les meilleurs documents de politique. Et parfois, nous avons été à l'avant-garde de certaines évolutions. Mais il y a comme un syndrome burkinabé qui fait que on embrasse très tôt les progrès, les évolutions. On a les documents qu'il faut, donc on a normalement la vision, mais la mise en œuvre, ce n'est pas ça. J'ai vu plusieurs plans nationaux de développement informatique, etc. Beaucoup de projets où sur papier tout est correct, tout est nickel, comme on dit. Des fois même il y a les financements, mais la réalisation, on se rend compte que quelques années après, on est en retard par rapport même à ceux qui sont venus copier leur politique, s'inspirer, peut-être même copier leur politique nationale, leur stratégie chez nous. Ça, c'est un problème, par exemple, c'est un syndrome burkinabé qu'il faut soigner. C'est un problème de volonté politique ou Oui, peut-être qu'il y a de la volonté politique. Peut-être qu'on ne perçoit pas la pertinence et les enjeux. Oui, il y a la vision, il y a les changements des hommes. D'accord? Ça fait qu'il y a... Quand on change les hommes et que celui qui vient se croit obligé de reprendre tout, on fait du surplace. D'accord? Si on a une bonne vision, un bon document, tous ceux qui viennent devraient travailler à mettre en place le projet qui a été conçu, si ça l'a été de façon participative. Mais si chacun vient 2 ou 3 ans après pour refaire les mêmes choses, on n'avancera jamais. Il y a cet aspect qui est un peu général au Burkina. Ensuite, en ce qui concerne le numérique, je crois qu'on a un peu tort au Burkina de concevoir le numérique comme une affaire d'informaticien. Moi, j'ai souvent fait ce reproche. Du reste, moi-même, j'ai hésité à aller dans ce domaine-là parce que je croyais que c'était une affaire d'informaticien. Moi, je le dis, au lycée, j'étais nul en maths, donc je ne me voyais pas travailler sur ces questions d'informatique, de mathématiques et autres. Mais je crois que jusqu'ici, on a l'impression que on croit que le numérique, c'est une affaire d'informaticien. Mais si vous prenez notre ministère de la transition digitale, je ne sais pas combien de sociologues, de psychologues, d'économistes il y a en son sein. Pendant longtemps, ça a été une affaire d'informaticiens. Alors que le numérique, c'est certes des autoroutes de l'information, comme on dit. Mais sur ces autoroutes, il faut des véhicules. Les véhicules, ce sont les contenus. Il faut des profils il faut des professionnels du contenu. Il faut divers profils. L'appropriation, par exemple, des politiques ou même des innovations. Ce sont des questions sociologiques. Il faut des sociologues. Vous prenez de grosses sociétés comme Facebook, Yahoo, Google et autres. Vous verrez qu'il y a plein de psychologues qui travaillent dedans, il y a plein de sociologues, il y a plein d'économistes et autres. Mais chez nous, c'est peut-être l'aspect quincaillerie, connexion, etc. Mais ça fait que, quelle que soit la bonne volonté de ceux qui y sont, s'il n'y a pas, vous n'avez pas toujours tous les profils qu'il faut, c'est difficile d'avancer. Peut-être que techniquement, on n'est pas si en retard que ça. Mais maintenant, ce qu'on fait de la technique, c'est ça le problème. Tout l'enjeu. Et c'est quoi les véritables enjeux numériques aujourd'hui pour le Burkina? Les enjeux, c'est la transformation, j'allais dire, intégrale de tout. Parce que le numérique aujourd'hui change tout. D'accord? Voilà, la façon de travailler, la façon de consommer, la façon de produire, la façon de consommer. La nouvelle technologie, l'intelligence artificielle qui arrive, va encore entraîner une disruption, un changement radical dans la façon de fonctionner. Mais entre être conscient de cela et puis concevoir les politiques qu'il faut pour mettre en place de cela, il faut saluer notre ministère. Quand on regarde, il y a une volonté d'impliquer beaucoup de gens. J'ai vu des communiqués passer qui appelaient les gens à s'inscrire pour apprécier le document de politique nationale en matière d'intelligence artificielle et autres, par exemple, qui permettront
qu'il y ait un mouvement collectif dans ce sens-là. Mais il faut renforcer véritablement cet aspect, l'aspect participatif, faire en sorte que tous les, j'allais dire, tous les secteurs, il ne faut pas croire que le numérique, c'est réservé au ministère de la Transition digitale. Le numérique est transversal et bouscule, doit être pris en compte dans tous les secteurs. On parlait tout à l'heure de la fiscalité numérique. Aujourd'hui, on voit un peu les évolutions à travers Arzeka, à travers différentes plateformes, où on veut dématérialiser ces procédures-là. C'est dire que le numérique concerne tous les secteurs. Dans la médecine, tout le monde devrait comprendre cela. On annonce par exemple que dans les 5 ans à venir, il y a peut-être 30% des emplois actuels qui vont disparaître. Qu'est-ce que les gens vont faire? À quoi on va les reconvertir? C'est très important. Si vous prenez le domaine des médias, beaucoup de confrères ont cru par exemple qu'Internet allait être juste une évolution comme on en a connu avant. Mais vous voyez, dans le domaine des médias imprimés, il y a beaucoup de difficultés. Et ce qu'on voit comme changement, ce n'est que le début peut-être des bouleversements qui arrivent. Si on n'est pas conscient de tout cela, forcément on se retrouve un peu à côté de la plaque. Oui, c'est pourquoi il faut être avant-gardiste comme vous. Alors, la construction d'une souveraineté numérique nationale, c'est possible? C'est possible avec de la volonté politique et avec les moyens qu'on se donne pour cela. Mais si vous regardez les principaux opérateurs qu'on a déjà, ils appartiennent à qui? Que ce soit Move Africa, Orange, Télécell, etc. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons communiquer sans passer par l'international? Ça va être difficile. Si on croit que c'est passager ou bien que nous devons jouer dans une division inférieure, forcément la souveraineté numérique, ça va être difficile. Ce que nous utilisons comme matériel, par exemple, ou même les réseaux sociaux que nous utilisons, c'est créé ailleurs. Voilà. Vous avez suivi la bataille entre la Chine et l'Amérique à propos de TikTok. Ce n'est pas pour rien qu'une simple application comme ça entraîne de vives tensions entre deux États. Parce que derrière, c'est la question de la souveraineté numérique. C'est la question des données personnelles des gens. C'est la question du comportement des gens parce qu'on sait qu'à travers ces applications, on peut leur faire beaucoup de choses. On peut orienter leur façon de réfléchir, voilà, d'agir, de participer à la vie publique. C'est pourquoi on veut mettre la main dessus. Mais nous n'avons pas, à mon avis, encore, j'allais dire, cette volonté-là. Il y a un Burkinabé qui a créé un réseau social, c'est Waiban, non, aux États-Unis. Il y a eu d'autres tentatives. On se serait attendu à ce que ce genre de projet soit fortement soutenu pour en arriver à cette souveraineté numérique. Vous avez parlé du façon digital. Moi, j'ai eu la chance d'inviter beaucoup d'experts qui sont à l'étranger, par exemple, qui travaillent dans de grandes entreprises avec des profils très pointus, mais qui sont tous conscients de la nécessité d'aider le pays à avancer sur ce plan-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on les met à contribution, etc. Il faut la volonté. Il faut la volonté. Et regardez des clés USB jusqu'aux ordinateurs, tout ce que nous utilisons. Qu'est-ce qui ne vient pas d'ailleurs? Voilà. Mais il faut avoir la volonté de mettre en place une vraie industrie numérique pour atteindre la souveraineté numérique. Oui. Voilà. Imaginez si on coupe la connexion au réseau international, aujourd'hui, nous ne pouvons pas communiquer. Nous sommes plongés. Oui. Ça pourrait peut-être déjà, pas à l'échelle micro, mais peut-être dans des cadres un peu plus larges de pays africains, déjà par exemple, par le biais de l'AES ou voilà, d'autres espaces, mutualiser les ressources pour y aller. Absolument, absolument. Mais il faut effectivement, au niveau de la CEDEAO, pour parler plus large de l'UEMOA, il y a des politiques en la matière, mais la mise en œuvre de ces politiques... toujours le problème de la mise en œuvre. C'est toujours le problème de la mise en œuvre. D'accord. Voilà, il y a les réflexions, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Voilà, ranger dans les tiroirs en attendant les prochaines conférences ou forums. Alors, l'intelligence artificielle, vous en parlez tout à l'heure. Des menaces et des opportunités, hein, oui, à la fois. Comme tout outil. C'est un outil et c'est la façon de s'en servir qui fera la différence.
qui demandent à être régulés, qui demandent à être encadrés. Et ça relève de la régulation, donc des cadres qu'on met en place. Ça relève des États. Voilà. Ailleurs, effectivement, il y a des réflexions en la matière. J'ai même vu le défunt pape François, par exemple, qui avait lancé une moratoire sur l'intelligence artificielle parce qu'il commençait à percevoir le danger avec cette technologie. Même Sam Altman, le promoteur de OpenAI, ChatGPT, par exemple, a parfois exprimé des craintes par rapport au développement de l'intelligence artificielle qui pourrait échapper à l'homme. Voilà, comme si vous avez des IA qui sont capables de s'auto-réguler ou en tout cas de s'auto-générer, régénérer, ça devient très dangereux. C'est une machine, c'est un peu comme la bombe nucléaire. Ben, au départ, le nucléaire, ce n'était pas pour faire la guerre. C'est ce que les hommes en font qui devient le danger. Maintenant, c'est une technologie que nous ne pouvons pas éviter. Qu'en faisons-nous? Ça, c'est à nous de savoir. Qu'en faisons-nous? Oui. Et là, déjà, les premiers signaux ne sont pas bons hein, chez nous. Quand vous regardez ce qu'on fait de l'intelligence artificielle, en tout cas pour ce qui est de ses premières utilisations, vous voyez déjà ce que ça engendre, la création d'images truquées, oui, etc. Absolument. C'est déjà, les signaux ne sont pas déjà... Oui, comme très souvent, le numérique chez nous, on l'a toujours abordé par le mauvais côté. Et c'est un peu dommage. Quand vous regardez un peu le comportement des gens, si je puis dire, prenez les réseaux sociaux. 80% de ce qui est produit, c'est du divertissement. Alors qu'ailleurs, ce sont des jeux éducatifs. D'accord. On prend par exemple, on prend TikTok par exemple. Prenez TikTok, c'est essentiellement... La Chine l'a créé, oui, l'utilise pour l'innovation. Pour l'innovation, pour l'éducation essentiellement. Mais chez nous, oui, c'est du divertissement. Oui. Les acteurs les plus populaires sur les réseaux sociaux chez nous, ce sont les influenceurs. Les influenceurs, c'est les créateurs de contenu, c'est les gens qui racontent des blagues. Ce sont eux qui sont les plus populaires aujourd'hui sur ces plateformes. Donc, c'est à nous de savoir ce qu'on fait de ces réseaux. Moi, j'avais fait une étude en 2017 sur ce que les Burkinabés cherchaient sur Internet. Mais ce que j'avais relevé, c'est vrai que l'information venait en première ligne. Je crois que ça a changé depuis lors. Mais après, c'était le porno. Après, c'était l'emploi. Et puis, les jeux de hasard. C'est ça qui intéressait les gens. Mais je crois qu'aujourd'hui, les jeux de hasard doivent être en tête de ce que les Burkinabés recherchent sur Internet. Donc, ça doit nous interpeller sur ce que nous faisons de ces outils-là. Ça nous permet de faire des choses prodigieuses. Vous pouvez produire des informations de qualité aujourd'hui avec l'IA. Moi, ça m'aide dans mes recherches, d'accord? Et ça m'aide dans la production de l'information. Par exemple, est-ce que c'est une menace pour le journalisme aujourd'hui? Pour tous les secteurs, c'est une menace. Ça dépend de ce qu'on en fait. Moi, j'ai fait une formation en août sur l'intelligence artificielle. Au bout de quelques jours, j'avais pu concevoir un outil qui aide la rédaction de façon connaître dans la relecture des articles. Mais ça, c'est vous dire tout ce qu'il y a comme opportunité avec cet outil-là. Ça dépend de ce qu'on en fait. Oui. Voilà, tout est là. Qu'est-ce qu'on en fait? Oui. Tout est là, justement, comme vous l'avez dit. Ailleurs, on développe des applications aujourd'hui IA qui sont vendues, qui génèrent beaucoup d'argent. C'est vrai qu'au Burkina, quelques acteurs, notamment le docteur Boukari Ouedraogo, qui est médecin, développe des... C'est avec lui que j'avais fait la formation. Voilà. Il y a sa plateforme Sysinfo, par exemple, qui fait beaucoup de choses. Tout à fait. Et qui pourrait en faire beaucoup plus si... les gens comprenaient à quoi ça sert. Mais il faut de l'éducation au numérique. Ça, c'est une question fondamentale. On ne pourra pas empêcher les gens d'utiliser ces outils-là, même sans apprendre. D'accord? On ne va pas demander, imposer un permis d'utilisation d'Internet. Mais il faut les former. Il faut former les citoyens à l'utilisation de ces outils. Encourager ceux qui produisent des contenus utiles à le faire. Et ne pas laisser croire que c'est juste pour s'amuser. Ça fait très mal au cœur quand vous regardez les réseaux sociaux, ce que les Burkinabés produisent, ce que les Burkinabés consomment, et vous vous dites que peut-être c'est Maître Gims, c'est telle vedette qui est le plus recherché, c'est le PMU, etc. Bon, c'est très bien, mais on pourrait faire plus. Et quand vous regardez, ce sont les blagues. Les influenceurs, c'est l'amusement.
c'est le divertissement. Mais il n'y a pas que ça. Ça pourrait aider les enfants à à s'améliorer, d'accord, à apprendre leurs leçons, etc. Il y a énormément de possibilités. Oui. Donc, c'est des outils, c'est à nous de savoir ce qu'on en fait. Oui, et vous dites une vision participative justement dans cette politique-là, parce que comme vous l'avez dit, on a des Burkinabés, on a des compatriotes dans la diaspora qui ont des connaissances très pointues sur ces domaines-là, par exemple. J'en connais un, Khalifa Sankara, qui est en France, qui est chez EMI France, qui travaille sur les questions d'énergie, qui est responsable d'un gros département à EMI France, et qui vient de soutenir justement une thèse sur l'intelligence artificielle, sur cette question. Il a travaillé sur l'énergie, la centrale solaire de Zagtouli. On a des compétences comme ça qui ont besoin aussi de participer justement. Oui. Nous, notre foire a duré une semaine. Le Faso Digital a duré une semaine, mais nous avons eu la chance de croiser une bonne dizaine, peut-être même plus, de compétences burkinabés qui sont à l'extérieur, qui sont au Canada, qui sont à Taïwan, qui travaillent pour de grosses sociétés sur des questions très pointues d'intelligence artificielle, de dématérialisation, qui pourraient énormément aider le pays. Il faut fédérer les intelligences. Il faut les fédérer. Des fois, ils ne demandent rien en retour, c'est juste qu'on leur offre la possibilité de s'exprimer et d'être utile au pays. Tout simplement. Alors, le défi également, comme vous l'avez dit, l'éducation au numérique, c'est aussi la formation. ISCOM et la formation, justement, ce sont des profils aujourd'hui. Vous avez dit, hein, le numérique, c'est le digital, c'est une niche. Donc, ce sont des profils à développer, ce sont des emplois à créer, des solutions à apporter, parce que aujourd'hui, il faut réfléchir solutions. C'est qu'est-ce qu'on développe pour apporter des solutions à la société à ce niveau-là. Et donc, c'est tout cela qui doit être fait au niveau de la formation aujourd'hui. Oui, il faut revoir les contenus de formation pour les adapter aux évolutions. Moi, en fait, c'est... En tant qu'enseignant, parce que j'enseigne déjà dans plusieurs universités, le journalisme numérique, la communication digitale, je fais mes recherches sur ça. C'est faute de n'avoir pas pu convaincre certains responsables d'établissements supérieurs de changer leur programme que j'ai été en train de créer moi-même, mon institut, pour pouvoir mettre en place des parcours, des programmes de formation que je pense sont adaptés à l'évolution actuelle, notamment la prise en compte du digital, qui est fondamental. En tant que promoteur des médias, on avait besoin de journalistes formés au numérique et autres. Il n'y en avait pas vraiment. Voilà. L'écriture web, c'est autre chose. L'écriture web, dans les entreprises, aujourd'hui, la communication, c'est essentiellement la communication digitale. Voilà. Il fallait des professionnels formés à ce métier-là. C'est ce que nous essayons de faire avec ISCOM, où nous formons ces profils qui sont très demandés et qui le seront encore plus dans les années à venir. Voilà, parce que tout se digitalise, la dématérialisation va concerner tous les acteurs. Je n'imagine pas un secteur qui ne va pas passer par la transformation digitale. Il faudra du personnel pour ça. Donc, je crois que tout le monde commence à comprendre la nécessité de revoir les curricula dans les centres de formation pour les adapter aux évolutions de l'emploi aujourd'hui et des défis de la société. Distill AI, c'est une entreprise américaine qui développe justement des solutions, qui développe des applications IA, justement, aujourd'hui valorisées à 1,8 milliard de dollars, avec juste quelques années d'existence, hein, avec des employés qui sont millionnaires en dollars, parce qu'ils sont juste actionnaires en même temps, dans cette boîte-là. C'est dit à quel point... Oui, mais si vous regardez aujourd'hui, moi je le répète parfois, les hommes les plus riches du monde aujourd'hui ne sont ni dans le pétrole ni dans le diamant. Ils sont dans le numérique. Voilà. Vous prenez les créateurs de Google, Facebook, ce sont des jeunes qui sont devenus multimilliardaires en dollars au bout de quelques années. Voilà. Et les hommes les plus riches, ce sont des gens qui sont dans le numérique. Vous regardez le dernier prix Nobel de l'économie. Ça a été attribué à des gens qui parlent d'innovation. L'innovation est reconnue comme source de revenus aujourd'hui, comme capital, au même titre que la terre, que les investissements. Donc, c'est dire tout le potentiel qu'il y a à ce niveau. Voilà, qu'il y a dans le numérique. Oui. Je parlais des youtubeuses. Des fois, vous avez des jeunes filles de 15-16 ans, parce qu'ils ont créé une chaîne YouTube où ils parlent de mode, de ceci, deviennent millionnaires en dollars. Voilà, c'est ça
le numérique. Il y a de l'argent à se faire. Voilà, il y a de l'argent à se faire. Voilà, c'est pourquoi je dis il faut qu'on explique aux aussi qu'il y a import-export aussi dans le numérique et qu'ils acceptent d'investir. Ils peuvent ne pas comprendre, mais il y a des projets dans lesquels ils peuvent investir. Bon, nous, moi, j'ai regretté que notre première édition n'ait pas eu le succès qu'on escomptait auprès des institutions financières qui ne nous ont pas vraiment accompagnés dans ce domaine, parce qu'ils ne comprennent pas. Mais je crois qu'une bonne banque devrait pouvoir se positionner aujourd'hui comme banque qui soutient le numérique, parce que c'est l'avenir. Tout à fait. Mais c'est pas, si on va rester dans l'import-export ou dans la transformation agro-pastorale, c'est très bien, on aura toujours besoin de manger. Mais l'innovation, la vraie innovation aujourd'hui, c'est le numérique. Ah oui, le numérique. Aujourd'hui, on parle de Bitcoin. Voilà, vous avez parlé de cette société, regardez un peu. Alors vous avez des gens qui sont... Ils sont fiers de le dire. Oui. Tous ceux qui travaillent là sont des millionnaires en dollars. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, il me semble que les ingénieurs en IA sont très recherchés. Il y a même une revue, un magazine qui s'intéresse au mercato justement de ces ingénieurs-là, débaucher ça ou là avec de gros salaires comme les footballeurs. Absolument. Parfois, on veut les secrets de telle société, on veut profiter, quelles que soient les clauses, mais on arrive toujours à les débaucher. Ça doit nous interpeller un peu. Mais c'est que nous, on a tendance à croire que non, ce n'est pas fait pour nous. C'est au-dessus de nous. Bon, on attend de voir quand ça va mûrir, on va profiter de ce que les autres font. Alors que le numérique a cette faculté de nous mettre presque au même niveau. Mais c'est le cerveau. On nous appelle à utiliser notre intelligence. Mais il y a des jeunes burkinabés qui sont au Burkina et qui travaillent pour des sociétés à l'étranger. Donc, ils pourraient le faire aussi pour des sociétés nationales très efficacement. C'est pour dire que le numérique nous met au même niveau de développement pratiquement. Et c'est à nous de savoir ce qu'on veut en faire. Oui. J'ai témoigné de cet étudiant américain-là qui il lui reste 6 mois pour son master, mais il dit qu'il est déjà envahi par les sollicitations, les offres, et qu'en étant étudiant, il se fait déjà entre 150 et 200 000 $ par an. Facilement. Oui. La créativité, c'est l'œuvre de l'esprit. L'esprit, c'est le cerveau. Le cerveau, c'est une tête. On a tous une tête. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais c'est ça qui fait la différence. Oui. Voilà. Donc, d'où l'intérêt de justement investir. Investir dans la formation, que l'État, dans l'éveil les privés, aujourd'hui, c'est des niches à l'heure où la question de l'emploi se pose avec acuité pour nos jeunes. Il y a justement ces secteurs-là qui sont pourvoyeurs. Il suffit juste de faire un peu d'investissement. Absolument. Qui doivent devenir plus que des niches, des secteurs porteurs, voilà, le plus largement possible. Il faut prendre conscience de leur importance. Il ne suffit pas, bon, il faut aussi être, j'allais dire, persévérant dans l'effort et puis aller au bout des projets qu'on a. Voilà, il ne suffit pas d'avoir un très bon document de politique en matière d'adoption d'IA et ne pas mettre en œuvre, ce qui est malheureusement le cas. Il faut avoir pour nos politiques publiques. Et y aller, être très pragmatique. Alors, vous parlez tout à l'heure justement de la foire virtuelle des solutions digitales, le Faso Digital justement. Au départ, qu'est-ce qui vous a inspiré à lancer une telle foire? Bon, c'était déjà de faire quelque chose pour les 22 ans du Faso.net. Bon, je me suis demandé, c'est quelque chose qui a été fait pratiquement en 3 mois. C'est juillet, août, septembre. On s'est dit, il y a le 22e anniversaire du Faso.net qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis j'ai pensé à cet événement qui permettrait, dans la logique de ce que le Faso.net déjà fait, c'est-à-dire mettre en lumière ce qui se fait au Burkina, voilà, d'apporter cette contribution, de créer une plateforme où on met en lumière les solutions digitales qui existent. Parce que nous sommes dans une situation où forcément il faudra parler reconstruction. On reconstruit sur quelle base? On reconstruit avec quoi? Avec qui? À mon avis, le numérique est une opportunité. Nous sommes en crise, on dit que dans toute crise, c'est une occasion de repartir de nouveau. Dans la crise, il y a opportunité. D'accord? Et l'opportunité ici, c'est de repartir avec le numérique comme levier principal de transformation. Et ça, c'est possible parce que la technologie, l'évolution de la société le permet. Voilà, c'est un peu pour attirer l'attention sur ça. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre en lumière ce qui se fait déjà au Burkina comme application pour tel ou tel secteur. Si vous avez suivi presque dans tous les secteurs, l'éducation, la culture, la finance, la santé,
il y a des solutions qui existent. Et nous, on a eu affaire qu'à une infime partie. Parce qu'au total, nous avons reçu 34 candidatures, 34 solutions, mais on a continué à recevoir après la clôture du concours. Et de par ce que je sais du secteur, il y a beaucoup d'autres qui existent, qui ne se sont pas manifestés. Bon, il y en a un parce que toute première édition d'une manifestation de ce genre, on attend de voir de quoi il s'agit. Et ça veut dire quoi? Puisque c'est une foire digitale, ça veut dire qu'après la foire, ce marché-là, il est clos ou ça continue? Non, non, pas du tout. Ça reste ouvert? Oui, là, vous avez la plateforme lefaçondigital.net qui est toujours en ligne et nous sommes en train de préparer l'après-foire qui sera fait d'autres manifestations. Nous projetons organiser des débats sur le financement justement du numérique, sur l'adoption de l'IA. Donc, toutes ces problématiques-là feront l'objet de façon régulière de concertation, de webinaires, de manifestations sur la plateforme qui va rester en ligne. Vous avez toujours les archives il y a eu 10 conférences, il y a eu 4 panels, 4 masterclass par exemple, sur les questions de digital que vous pouvez toujours écouter. Mais nous allons continuer à animer la plateforme parce que l'esprit, c'est qu'elle reste en ligne et serve donc de support de mise en lumière des applications digitales qui existent au Burkina. D'accord. Donc, jusque-là, on peut continuer à aller faire des achats là-bas. On peut aussi aller nourrir... Oui, vous avez parlé tout à l'heure de la plateforme Sysinfo de Dr Boukari Ouedraogo, par exemple. Il était chez moi il n'y a pas longtemps. Il me disait que ça lui a permis d'avoir de gros marchés. Ah oui. Voilà. D'avoir participé à la foire digitale, ça l'a mis en contact avec beaucoup de gens. Et c'est ce qui a été extraordinaire comme aventure humaine dans cette affaire, parce qu'on a permis à des experts qui parfois ne se connaissaient pas, de se mettre en réseau, de se rencontrer, de discuter et de voir qu'ils ont des intérêts communs. Et on a permis à certains d'être en lumière, par exemple, auprès des usagers qui ont besoin de leurs services. Mais je pense qu'il y aura des offres de contrats après, par la suite. C'est un peu le but aussi que nous recherchons. Voilà. On met en lumière ce qui se fait de bien pour que les gens puissent connaître et puissent utiliser. Merci, Dr Paré, d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Merci bien. Ça sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir.